Point, bon, pour me connaître, il faut, si tu es né après 2000, je pense que tu vas pas trop connaître. Bon, ça, c'est parce que c'est vu le système de promotion de la musique guinéenne aussi. Et je lui dis, bon, moi, écoute, je veux changer. J'ai dit, au lieu de venir rapper seul, tout ça, j'ai dit, bon, j'ai un pote là, on rappe ensemble, voilà, nous, on va représenter Donka. Parce que je représentais souvent l'école Donka, où souvent je rappais aussi pour l'aviation. C'est là-bas, au niveau de l'aviation, j'ai connu aussi MC Gbodo, qui est devenu plus tard Big Dre. Voilà, ouais, c'est un ancien. Tu vois? Je suis même monté sur scène avec lui dans la salle de l'université, tout ça, il y avait des concerts, voilà. Maurice m'a dit, voilà, lui, c'était malinqué. Il y avait personne pour le chouchou. Moi, ma grand-mère était chouchou. J'ai grandi avec elle, donc c'est pourquoi moi, je faisais plus les parties en chouchou. Et du coup, pour les refrains, c'est comme ça que je l'ai trouvé aussi. Donc, moi, je bougeais beaucoup. J'étais beaucoup avec le barbeux, c'est-à-dire dans tous les glo-glo, quoi, comme on dit. Donc, je peux être là, il y a une inspiration. Pourquoi je dis, bon, j'ai comme l'inspiration de Asorole. Asorole, Soronangeri, Asetere, Senamayi, Awon, Barena, Awon, fait. Bon, après, Kamadi l'a chanté, elle a bien truqué ça. Donc, Asorole et moi, j'étais chez une amie. Et voilà, je suis allé lui rendre visite et puis j'entends les enfants chanter ça. C'est un son populaire. Asorole, j'ai dit, ouais, j'ai dit ça. C'est pas mal, on va prendre ça comme un refrain. Parce qu'il fallait que je trouve les trucs en langue, surtout le sous-sous. Moi, j'étais chargé de ça. Et je comprenais pas bien l'histoire, donc voilà, c'était mes inspirations. Toujours dans le côté sous-sous, d'où est venue l'inspiration de Forêt Beaumont aussi. Donc, on est venu, tu vois, et on était là, on avait des amis, chaque vacances, c'était les States, l'Europe, les parents étaient ministres, ils étaient, voilà, dans les grandes sociétés, et nous, on était toujours là. Je me rappelle même après un temps, j'ai mis une pression sur ma mère. J'ai dit, bon, écoute, oui, j'ai dit, si, moi, je ne veux pas, j'ai dit, je veux plus étudier ici, je ne vais pas, j'étudie pas. Après le déclic, la manière dont elle m'a répondu, elle me dit, Isaac, tu sais que je suis prête à donner ma vie pour toi. Tu penses que si j'avais les moyens, ou bien je savais comment te faire partie, je ne t'aurais pas fait partie? Je dis, ouais, c'est vrai. Et puis en me disant ça, elle a pleuré, donc je dis, ah non, je ne vais plus la faire pleurer. Alors, du coup, le déclic, je me suis dit, bon, certes, je ne peux plus aller. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois tout faire pour que les autres qui sont partis, quand ils viennent, que je leur sois utile. C'est ce qui a fait qu'après, je me suis attaché à mon travail d'infographiste et puis aussi à la musique. Parce que pourquoi en plus la musique? Tous mes camarades de génération, après, ils ont arrêté les MC Pap et autres. Ils ont dit, mais lui, il est toujours gamin, quoi. Il est toujours dans ce truc d'enfant-là. Ça fait que même jusqu'à aujourd'hui, tu vois, le Guinéen, il pense comme ça. Il y a des personnes aujourd'hui, je te parle en 2025, qui considèrent le rap, c'est gamin. C'est vrai. C'est pour les gamins. Donc, même quand tu vas dire, hey, quand j'ai mis mes sons sur les plateformes en 2023, il y a un qui est sorti d'MZ, il dit, mais non, tu es vieux maintenant, votre temps passé, laisse la place. Pourtant, KRS-One continue toujours à rapper ses sons de 4. Oui, tout. Tu vois, ou même en Côte d'Ivoire, quand tu ou bien même Didier, il continue toujours à rapper, il va venir te faire, il va faire les sons qu'il faisait en 90, tout. Mais les gars de Garba 50 continuent tout jusqu'à présent, Donc, c'est ça, il y a un peu cette barrière-là ici, c'est pour te dire, c'est ce qui a fait que, au fait, notre musique aussi n'a pas eu trop de promotion. Là, la promotion, la seule promotion qu'elle avait à l'extérieur, c'est nous qui l'avions créée. Avec comme on partait au Sénégal, donc les Sénégalais nous connaissaient. Et après, il y avait la télé MCM. Donc, avec le clip Forêt Beaumont qui est resté, clip de la semaine, pendant 2, 3, 4 semaines, pendant des mois, sur MCM, ça fait qu'ils ont connu le Kill Point, tu vois. Donc, c'était comme ça. Donc, les gars, ils disaient, voilà, c'est les trucs d'enfant. Moi, je voulais montrer ça. Ça dit, voilà, non, on est intelligent, on a des responsabilités qu'on assume, et voilà, on a des visions. Et puis, on n'est pas des délinquants. Par exemple, c'est pas l'éducation que moi j'ai reçue. Moi, mes parents sont, voilà, entrepreneurs, tout. Pareil pour les autres. J'ai dit, voilà, c'est pas, on a tous été à l'école, voilà. Donc, fallait montrer ça. Pourquoi ce côté cultivé. Voilà, ce côté cultivé. Donc, ça fait que on était sans cesse en quête de connaissances pour pouvoir les transmettre à ceux qui nous écoutent. Tu vois, voilà.
Donc, c'est à quel moment? Parce que souvent, il y a ce débat-là dans le rap guinéen qui dit le premier album, c'est MC Bey. Le premier album, c'est Bill de Sam. Ouais. Le premier album, c'est Kill Point. Voilà. Là, je vais éclaircir. Bon, le cas de MC Bey, à vrai dire, même le milieu, beaucoup l'ont pas considéré comme un album hip-hop. On a vu un fils à Papa Jean, ça dit, voilà, son frère avait les moyens, il était footballeur à l'époque. Okay. Voilà, on lui a donné les moyens, il allait en Belgique, il a enregistré. Mais parce que pourquoi nous, dans le milieu hip-hop, on avait un peu serré l'album là, ça dit, on ne le considérait pas parce que nous, on cherchait les moyens. Bon, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de noms. On s'est dit, mais si on a vu, il a eu tous ses moyens, et puis c'est un album comme ça, il allait faire. Je suis le meilleur, le monde est injuste. Bon, après, non, vraiment, le monde est injuste. Mais non, mais c'était pas, il y avait pas vraiment le hip-hop. C'est pas quelqu'un, genre, il n'avait pas faim de hip-hop. Voilà, c'était la tendance. Il est parti en Belgique, son frère jouait en Europe. Voilà, il essaie de faire un truc aussi, mais voilà, après, c'était pas structuré. Donc, ça fait que l'album, le milieu, beaucoup ne l'ont pas connu. Donc, après lui, nous, on était en train de faire Bill au niveau national, c'est-à-dire il avait un succès puisqu'il étudiait à Cancan, il était déjà étudiant, donc il avait tous ses amis de Cancan, les universités, puis son son Guinée Colo aussi, qui cartonnait, après ça passait à la radio, c'est ce que les gens passaient plus, bon. Et donc, mais il y a une chose à dire, beaucoup ne savent pas, Bill, avant de sortir son album, il était Kill Point. Donc après, on s'est côtoyés. Nous, on avait eu, maintenant, on cherchait des producteurs, on est passé par des Salif, Super V, tous les mécènes. Tous les mécènes à l'époque. Mais personne ne voulait. Pourquoi ils ne voulaient pas? Mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire pour eux, c'est des délinquants, ils ne voyaient rien dans cette musique-là. Ils pouvaient, c'est-à-dire autant ils allaient donner 20, 30 000 $ à l'époque à des gars comme Bambino, tout, mais ils voulaient vraiment pas miser sur la musique. C'est pourquoi le rap, voilà, c'est tout le rap. Donc c'est pourquoi je pense Salam So, lui-même il a produit son frère et puis tout. Bon, après c'est sûr ils avaient pas fait à but lucratif, je pense. Donc ça n'a pas été vendu, distribué, tout ça. Donc nous on a fait des trucs et comme on envoyait PBS, après Bill était avec nous. On a dit bon, comme les gars il y a pas de producteur, nous parce qu'il y avait monsieur Drabali, qui était le propriétaire de la boîte de nuit Métropolis. Donc, deux fois dans la boîte, on partait faire des prestations. Et qui fait bien, c'est DJ Ika quand même qui était le DJ là-bas et tout. Bill aussi venait, donc on s'est connus là-bas, on a fait des morceaux ensemble. Comme le son Bandé Tongo Bandé, ça c'est Tongo Bandé Ni Kelbe. Bon, après, Bill l'a mis sur son album. Mais c'était un son avec nous. Parce que là-bas, moi, je parlais le titre, c'était Borenyari. Moi, ma partie, c'était Dignojo, Borenyari, Sambaye, Olodi, Maraboy, Kalamabikote. Bon, bref. Tu vois, on avait préparé ça. Il y avait le concert de PBS. Les premiers concerts, on est monté sur scène. D'ailleurs, Awadi même en a parlé lors de la biennale. Voilà, parce qu'ils ont connu Bill de Sam Kill Point. Alors, les aléas du showbiz étant présent partout. Après, Rugi Baldé, avec l'aide de Franck, lui, il allait les voir. Tout. Je ne sais pas comment il a défendu Bill ou bien comment ça s'est passé, mais ils ont préféré prendre que Bill pour le produit. Je ne sais pas s'ils sont allés dire, bon, ouais, les peut-être qu'il est plus ils sont commercial. Voilà, ou bien est-ce qu'il faut prendre 4 personnes, se charger, tout ça là. Bon, lui, déjà, c'est plus commercial, tout. Voilà, donc c'est dans ça. On l'a pris et ils l'ont envoyé, il est parti enregistrer au studio JBZ. Et Rugi Baldé, elle avait beaucoup de contacts, le réseau, avec les maisons. Donc JBZ, c'était Jean-Baptiste, comment on appelle, Gibelon, voilà, c'était un Français, mais qui était établi depuis longtemps en Côte d'Ivoire, qui a fait les premiers studios là-bas. Donc, il a le contact de tous les artistes, tous les arrangeurs. C'est pourquoi tu vas voir tous les artistes qui partaient, Ibro, il partait au studio JBZ, tu vois. Donc, il partait là-bas. Donc, c'est a fait qu'il a pu collaborer avec des artistes comme RAS, comme tout. Donc, voilà, lui, c'était commercial. Nous, underground, tout, il fallait pas maintenant. Ce monsieur Bali là, qui était aussi, comment on appelle, qui aimait aussi la liberté des autres, tout. Lui, il a cru en nous, tu vois. Donc, lui, il a pris tout son argent, lui, il a misé sur nous, vraiment tout financer le studio.
Pourquoi je le dis? Parce que je sais qu'une fois, il y a quelqu'un qui est parti mettre que oui, j'ai produit le Kill Point. Je lui ai dit non, sauf erreur. Nous, les Guinéens n'ont pas cru en nous. C'est un Malien. Parce que je vais pas être vivant et puis soutenir ça. C'est vraiment être ingrat. Déjà que le mec est venu, il nous a financé, il a mis après, le public ne prend pas. Ouais, c'est vrai, ça marchait, mais bon, après, il est parti. Lui, c'était pas à but lucratif, il voulait nous aider, tu vois. Donc après, je veux pas autoriser une autre personne à s'attribuer ce mérite. Donc j'ai vite répliqué. Bon, voilà, ça fait un peu de bif. Donc, c'est comme ça. Alors, Bill est parti, il est sorti. En novembre, je sais pas combien de temps. Novembre. Voilà, c'était vers début novembre. Okay. Ça veut dire que pourquoi je dis il n'y a pas eu trop d'écart entre nos sorties. Ok, juste parce quelques jours. Voilà. Parce que vous, c'était le 16. Nous, c'était le 16. Oui. Lui, c'était vers le début 16 novembre 95. Voilà. Lui, c'était début novembre. Il avait fait, comme on appelle, au stade de la mission. Et nous aussi, on voulait faire là-bas. Donc, on est venu, parce que le stade était trop grand et puis c'était pas aménagé. Mais on se rend pas compte. Oui. Le rap, quand même, dès ses débuts, en tout cas, les premiers gros albums arrivaient quand même à faire des stades. Oui, c'est ce qui était. Ça, c'est énorme. Oui. Donc, quand on dit stade de la mission, certes, oui, mais il y avait un vrai public. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire parce qu'on est parti comme ça, comme je t'ai dit. D'abord, comment on a fait la promo de ce mouvement-là? C'est-à-dire, comme je t'ai dit, 100 personnes, 200, 1200. Après, on est parti, on joue au palais. Tu vois? Et en plus, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la force du mouvement? Le fait que le Kill Point venait de la banlieue. Parce que c'est vrai, ceux qui s'en souviennent à l'époque, il y avait une forte rivalité. Les gens mettaient la rivalité entre Légitime Défense et Kill Point. Mais sauf que c'était quoi? Légitime Défense, c'était des fils à papa, qui étaient dans les écoles. C'était pour les fils à papa, ceux qui ne se plaignent pas de la faim à Bessia, tout. Nous, on vivait vraiment en banlieue. On était avec les gars. Après, où tu es obligé de draguer une fille pour juste avoir, puisqu'elle vend la tchéké, on disait à l'époque les mamata. Donc après, le soir, tu as ton tchéké assuré et tout. Tu vois? Et donc, dans toute cette période-là aussi, quand on est revenu, c'est vrai, faut pas que je saute. Il y avait, et avant même de partir, faire l'album, on a découvert aussi le studio BBC. Chez Bangoura Brothers Company à la Bellevue. C'était l'un des premiers studios. En Guinée. Oui. C'est-à-dire où on pouvait aller enregistrer à l'époque, mais quand il a commencé, c'est parce que après nous, de chez nous, on enregistrait sur les radios là. Les radios X-Bass. Voilà, les X-Bass là. Voilà, il y avait, tu mets l'instrumental là, tu as le micro et puis tu mets l'autre, on enregistrait les maquettes. Donc après, on découvre maintenant lui son studio. Le studio aussi, c'était comme un peu une radio et tout. Donc du coup, on a appris là-bas, c'était son mot one way. T'as dit là-bas, c'est pas comme le studio aujourd'hui. Tu vas pas non, tu peux pas. Y a pas de choses comme on appelle, comment ils appellent le truc de voix là même là. Autotune. Autotune, n'avait pas. Si tu veux faire ta voix mielleuse là, tu la sors là-bas en même temps quoi, direct. Et puis one. Non, lui c'était one way. Wow. Et tu lui dis one parce qu'il y a beaucoup, il faut enregistrer quoi. Il va pas perdre le temps toi. Parce qu'en plus. C'était sur des cassettes communes, il peut pas mettre et puis revenir. Tu es obligé de tout reprendre et puis si c'est trop usé, la cassette elle pourra plus servir. Incroyable. Voilà. Donc c'était comme ça on a resté. Après, parallèlement à ça, Légitime Défense, Ice Kemi, sa mère Donna Massanduno travaillait à la RTG. Donc eux ils avaient à leur disposition les studios de la RTG. Ils partaient, ils enregistraient là-bas. Bon, donc ils étaient là, ils voyaient pas les mêmes problèmes que nous, ils pouvaient pas chanter les mêmes problèmes chose, aussi que nous. Cette rivalité, c'est après, comme ça dit, eux c'était plus les enfants des écoles, pouvaient ou bien quoi qui était truc. Mais après maintenant toute la masse la prolétaire, la masse négligée était derrière nous. Nous on était à Bessia, ça dit il y avait Yimbaya. On a commencé par là-bas. Par exemple, nos conseils dans les trucs, c'est les élèves de Yimbaya qui venaient d'abord. Yimbaya, aviation, c'est ainsi de suite qu'après les autres se sont publiés. Sinon, le premier public, il était de la banlieue. En plus encore, les promotions qu'on faisait, on animait souvent dans des boîtes de nuit, comme le Kadio Village. Moi, il y a un moment où Prophète aussi était DJ, on organisait des soirées. Il a fait du DJ? Oui. Il y avait une boîte là, quand tu vas à Bessia, en face de l'aéroport, il y a une école où c'est mis école Sansi Kaba. Il y avait une boîte de nuit là-bas. À l'époque, j'oublie le nom. Il a été DJ là-bas. Wow. Il avait branché après. Bon, voilà, il y avait des coins. Moi aussi, Kadio Village, on partait, on organisait. Donc, deux fois après, on organisait aussi vers la ville. Et tout. Donc, ça fait qu'on a commencé à connaître du monde comme ça. Les gars, ils venaient. C'était ça. Donc, bref, c'est parti comme ça.
Légitime Défense aussi, après, entre-temps, ils sont allés en studio. Ils ont eu un producteur, ils sont venus sortir après. Donc, pour répondre à ta question, la première cassette hip-hop, le premier artiste à sortir, c'est Bill DeSam. Okay. Le premier groupe hip-hop en Guinée, c'est Kill Point, le premier groupe. Oui. Oui. Et maintenant, le premier album de groupe, c'est Kill Point. Voilà. Okay. Donc, c'est après ça, maintenant, il y a eu les autres groupes qui sont sortis, Raisonnable, des choses comme on appelle Légitime Défense. Après, il y a eu d'autres. Après, il y a eu Raisonnable, Jelly. Mais il faut savoir, tu vois. Donc, nous, première génération. La deuxième génération a commencé à partir de Raisonnable Jelly. Deuxième. Parce que, bon, ils venaient suivre les conseils. Ils étaient encore jeunes. Ras Condel, ils partaient toujours à l'école. Ils étaient à la Sainte-Marie. C'est des gars qui venaient nous suivre en concert et puis suivre aussi Légitime. Donc, du coup, ils ont eu aussi cette envie de rap là. Donc, voilà, ils sont sortis après. Donc, c'est pourquoi, puisque tu dis qu'il faut retracer, donc, première génération, c'était nous, avec Bill DeSam, les autres. La deuxième génération, voilà. Il y a eu la deuxième génération qui était, quand nous, on a sorti Rap Coulait. C'est-à-dire Rap Coulait. On va venir au niveau de tout ça. Quand l'album sort le 16 novembre 96, pardon. Ouais. Quand l'album sort le 16 novembre 96, comment vous faites pour vivre à ce moment-là de la musique? C'est bien, j'aime ta question. Parce que après, c'est bien la passion qui vous drive, tout ça. Mais financièrement, après, il faut que ça paye. Mais oui. Comment vous faites à ce moment-là? Voilà, je t'explique. D'abord, pour arriver là, je veux aussi mentionner, alors quand c'est sorti, c'est-à-dire Bill DeSam après, faut savoir que nous, on avait prévu le 16 novembre, quand les gars vont voir les affiches, c'est mi-stade de la mission. C'était un peu nos premiers intercalés. C'est là où on a compris que le système n'était pas prêt pour nous, qu'il pointe pour nos revendications et tout. Donc, autant ça a été facile pour Bill, puisque c'est Rougui Baldé qui est derrière, ils sont un peu dans le mouvement, et puis lui, il n'attaque personne, tout. Nous, après, nous, avec nos rap, tout. Alors, on continue à faire la promo. Koumba Diakité était ministre de la Jeunesse, elle qui gérait le stade. 2 jours avant, non, à la veille, ils nous disent qu'on peut pas avoir peut pas avoir le stade. Wow. Le gars a mis tout son argent. Il a fait venir des artistes, des gars du Sénégal, et puis les affiches ont été faites au Sénégal. Tout ça lancé, il a tout financé. Et maintenant, il y a eu ça. Donc la nuit, lui aussi, ils sont allés partout. Ils ont dit non. Si vous voulez faire, il faut partir au stade du 28 septembre. Wow. Donc du coup, ça s'est fait à l'annexe. Parce qu'il y avait pas, on a acheté les nattes là en raffia là pour encercler, mettre la sono là-bas pour faire. Donc c'est à cette époque-là aussi. C'est vrai que ceux qui ont aidé Drabali à trouver des solutions, tout, il y avait Tidiane dedans parce que Tidiane World Music. Voilà, qui était dedans. Et il se connaissait avec lui, avec les Ikaka. Donc c'est là-bas on a pu faire le concert. Le monde est venu quand même. Parce qu'on était beaucoup attendus. Il suffit on allait dire à la radio, on a fait de tout dans les écoles pour dire maintenant c'est au stade du 28 septembre. Donc, c'était notre premier problème avec un peu l'administration, tu vois ici. Mais, on vous permettait quand même, bon, après ça, c'est la radio il passait pas trop nos musiques. Il ne passait pas. Bon, après, quand c'est sorti, ils vont passer Forêt Boma, les trucs, mais tous les sont engagés, corruption, Mansaya, c'est des trucs qui passaient pas, tu vois. Donc, du coup, et même avant ça, ils savaient que nous, on était très revendicatifs. Donc, voilà, d'autres ne voulaient pas souvent t'inviter sur les chaînes de radio. C'est sur la seule chaîne de radio, pour ne pas perdre leur place, tu vois. Donc, pour répondre vite, on a déchanté. Bon, surtout moi. Parce qu'après, tu vois, ça se passe de manière individuelle dans la tête, la conception de la vie. Moi, j'étais convaincu qu'après la sortie de l'album, après cette sortie, je me voyais rouler en limousine, comme ce que je voyais les rappeurs américains, tu vois, dans une limousine, tout. J'ai même plus besoin, ça dit, voilà, maman, tout. Alors, la dédicace se passe. Le lendemain, le soir, je me retrouve chez ma mère à Donka.
Je viens, Jean, pour saluer, mais après, je suis en train de fouiller dans la cuisine. Elle me dit, mais qui est dans la cuisine? Qu'est-ce que tu cherches? Elle entend les couverts. Je dis, je cherche à manger. Vous qui avez sorti hier, tu me refais devenir ça, tu cherches. Je dis, laisse ça là. C'est pas comme on voit là. Financièrement, ça rapporte combien à ce moment-là, après la dédicace? Non, mais ça n'a pas aussi... Non, mais moi, je vais être franc avec toi. C'est pas que ça a rapporté quelque chose. Parce que déjà, l'autre, il a mis son argent. Faut qu'il essaie de récupérer. Quoi. Il y a eu les concerts. Bon, même ça, après, il est venu, il nous a distribué un peu de sous, tu vois. Mais après, tu n'as pas ton autonomie, tout, tu vois. Donc, moi, comme je faisais et la musique et je me débrouillais de l'infographie, j'étais un peu habitué à ça. Deux fois, quand il y a des sommes qui venaient pour Kill Point, je m'intéressais pas trop. En parlant même d'infographie, la cover de l'album, qui l'a fait? Non, ça c'est moi. Même le logo et tout. Énorme. Voilà. Énorme. Donc, moi, je laissais ça souvent aux autres, mais il n'y avait pas trop d'argent. Donc, du coup, quand on a compris, on a essayé de se prendre en main. Avec les premiers fonds que l'autre a donné, donc faire des concerts. C'est comme ça. Lui, vous avez produit comme ça, bénévolement, sans créer sa maison de production. Non, il n'avait pas de maison de production. Lui, il nous a donné un coup de main. C'est vraiment un mécène. Mais maintenant, la maison de production, c'est quoi? On a mis Kill Point Production. Voilà. Dès le premier album. Dès le premier, Kill Point Production. C'est écrit dessus, voilà, tout et tout. C'était Kill Point Production, c'était entre nous, tu vois. Donc, lui, il a mis. Après, quand c'est rentré, bon, voilà, les ventes de tickets. Après, il y a eu même des tickets qui ont été falsifiés. Entre-temps, on est parti, bon, tout ça, bon, après, nous, on lui exigeait rien. Nous, on avait réalisé notre rêve, sorti notre album, tout. Et puis, il était vraiment gentil, tu vois. Il nous a logés, il a pris une maison pour nous. On était dans les conditions. On passait dans sa boîte. Maintenant, les gens venaient négocier des dates avec lui. Donc, c'était lui le producteur et le manager. Pourquoi j'ai dit? Parce qu'après, il y a un monsieur qui fait croire que les gars pensent que c'est toujours lui. C'est lui qui a produit Kill Point, c'est lui le manager. Non. Lui, il est venu bien après. Dans la suite, tu verras avec le temps que j'explique. Donc, les concerts, on venait le voir, c'était drôle. Voilà, les cachets, ils nous donnaient, ils prenaient rien. Bon, il y a tel cachet, vous jouez là aujourd'hui, ils mettaient à notre disposition la logistique, les voitures, tout. Vraiment, voilà, c'est lui qui nous donnait cette vie de star, là. Il finançait. Pour lui, tu vois, il y a des habits achetés, il achète. Donc, voilà, les gens voyaient ça, mais après, au fond, il y avait vraiment pas, il n'y a pas. C'est-à-dire, tu pouvais pas donner 1 million ou bien 500 000 à ta maman. Je pense même pas si l'album nous a permis de donner de l'argent à nos parents, tout. Donc, voilà. C'était comme ça. Donc, il y avait pas de sous. Mais on le faisait par passion. Et puis, le plaisir de voir nos messages véhiculés, que les gens les reprennent, qu'ils écoutent. Voilà, c'était ça. Après la sortie du premier album, vous avez vraiment une grande notoriété. Hein. Oui. Tout le monde vous connaît presque maintenant, que ce soit en Guinée, même à l'intérieur du pays. Vous arrivez à voyager, mais aussi dans la sous-région. Dans la sous-région, Parce que après PBS était là, ils vous ont vu un peu. D'ailleurs, il vous a beaucoup remercié lors de la Biennale. Parce que leur premier concert ici, c'est vous qui les avez fait cette ouverture-là. C'était au Palais du Peuple. Oui. Non, c'est centre culturel. Non. C'était au cinéma. Au cinéma, voilà. Le 28 cinéma. Donc, non, à l'époque, le palais, le rap, ça passe pas trop là-bas. Voilà. Ok. Donc, vous avez vraiment une très grande notoriété. La salle du 8 novembre, pardon, j'ai dit 28, c'est 8 novembre. Ok. Voilà. Vous avez eu une vraie notoriété pendant cette époque-là. Maintenant, comment vous pensez à la suite? Parce que vous voyez tout de suite, ça paye pas trop. Parce qu'il y a eu falsification de ceci. Le monsieur aussi a investi beaucoup d'argent. Après, le monsieur, il voyage. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, comment vous prenez en main à travers Kill Point Production? Je veux comprendre comment vous vous êtes organisé pour faire en sorte de créer de la richesse, investir dans votre musique, etc. Nous, on veut comprendre ça. Donc après, quand M. Bali il est parti, donc on était maintenant autonome. Même après la maison, le propriétaire même, il voulait même pas avoir des rappeurs. Comme le gars était là, c'était un homme d'affaires malien, il est ça. Mais dès que le gars est parti, il est venu, il dit, il faut libérer ma maison. On lui dit, parce qu'il voyait des regroupements de gens. On habitait à Jean-Paul II, à l'époque, en face du à la Thomas, là. Oui, en face de l'hôpital. La maison est toujours là-bas. Quand je passe, je la vois. Et donc, il a dit, il faut qu'on quitte. On n'avait pas où aller. Donc, du coup, après, on a négocié avec le Bema Hotel. On était sur la compile Rap Poulet. C'est pourquoi, quand vous allez voir la cassette, il y a Bema Hotel là-bas.
un truc. Et puis, nous ont fait un rabais. On était maintenant à l'hôtel. Donc, pour répondre à ta question, les entrées maintenant, les concerts qu'on organisait. Après, on n'attendait pas aussi trop que les gars viennent organiser. Depuis on organisait des concerts qu'on finançait. Là, après, tous les bénéfices rentraient. Voilà, ça nous permettait de payer les maisons, payer les habits, payer les studios, voilà, s'il faut faire des déplacements, voilà. Mais bon, c'est pas vraiment de l'argent en abondance, comme voilà, il y en a dans le milieu aujourd'hui. C'était un peu, on se contentait de ça. Donc, c'est ce qui a fait que, on savait, comme on a su très tôt que il y a aucun Guinéen qui peut vraiment miser sur nous, tout et tout, on a dit, bon, il faut se prendre en main. On a Kill Point Production, donc on va organiser nous-mêmes les concerts. Et la stratégie maintenant, pour communiquer, c'était quoi? Bon, d'abord, comme je t'ai dit, hein, on était en banlieue. Et tu sais, à l'époque, les amitiés étaient sincères. C'est pas vraiment comme aujourd'hui. Donc, les gars, ils soutenaient. C'est-à-dire, même, tu vas aller organiser en ville. Il n'y a pas quelqu'un à Yima qui va dire, oh, mais lui, il se prend pour qui? Moi, je paye pas le transport jusque là-bas. Les gars étaient curieux. Le mouvement naissait, voilà, ils voulaient truquer. Puis, bon, c'est que j'ai remarqué aussi avec le temps, il faut dire que après des succès des artistes un peu adultes comme Bembe Jazz ou bien les Bambinos, nous on était les premiers à être vraiment dans le rôle de star. Tous les gars te voyaient, après ils coupent ta montre, ils tes serviettes, tu vois, voilà. Donc ça fait que ça crée un engouement. Les jeunes, ils nous prenaient vraiment, ils disaient ça, ce sont nos stars. Ça, ils étaient très fiers de nous. Après, surtout, aller voir le clip sur MCM Africa. Après, tout ça, ça a renforcé aussi, tu vois. Mais après, on était toujours dans nos bottes. On organisait, on prend, voilà, quand l'argent vient. En tout cas, c'est comme ça on vivait de manière. D'ailleurs, pour juste une parenthèse, comment votre clip passe à MCM Africa? C'est eux qui vous détectent ou bien c'est... Oui, je pense qu'ils sont passés parce que bon, faut savoir, ce clip-là, c'est un classique. Les Guinéens ne savent pas, mais c'est un réalisateur, c'est un cinéaste qui l'a fait. C'est un réalisateur de film. Je sais pas, il s'appelait un certain Benoît qui a fait ce clip. Donc, lui, il a mis tout ce truc. Donc, du coup, à l'époque, pour des clips de rap, surtout africain, c'était, tu vois, maintenant, quand MCM voit le clip ici, donc ça, il y a de la réalisation, tu vois. Donc, c'est comme ça. Je pense qu'ils ont pris ça ici. Ils ont pris, je pense que c'est le centre culturel qui a envoyé, ou bien avec les RTGC, ou c'est eux-mêmes qui ont cherché. Voilà, c'était comme ça. Nous-mêmes, après, on a vu ça sur MCM Africa. D'accord. On connaissait, mais, bon, non. On l'a envoyé. Il y avait une dame, Senab aussi. Aujourd'hui, je vois que sur YouTube, elle a une émission. Senab, si, oui. J'oublie son émission. Mais elle connaissait bien PBS. Ouais, elle nous avait interviewé que ça. On avait fait une émission. Elle était à MCM Africa. Donc, même quand ça devenait triste, tout ça, nous, on était déjà informés. On savait que ça allait devenir triste. Donc, c'est passé. C'est MCM Africa. Après, maintenant, les concerts qu'on faisait aussi en Europe, des fois, ils passaient, on a fait un concert à l'Aéronef, à Lille, qui est passé, et puis les Nuits Métis aussi, qui passait sur TV5 Africa. À l'époque, ça aussi, ça nous a aidé. D'accord. Ça, c'était juste la parenthèse que je voulais savoir, quoi. Donc, vous étiez en train d'expliquer sur Kill Point Production, etc. Oui. Donc, vous faites vos propres concerts pour financer, etc. Oui. C'est vous-même qui gériez vos finances, qui saviez quoi mettre à part. Voilà. C'était lui. Voilà. C'est Amadou Barry qui gérait. Moi, les finances, je sais pas trop. Parce que moi, même si j'ai 10 000 sur moi, tu viens, tu me dis un problème, puis les 10 000 là, je devais faire manger ma famille, je te donne. Donc, j'ai pas la notion trop de l'argent et puis tout et tout. Donc, voilà, c'était comme ça, mais ça se gérait bien, on faisait bon. Bon, après, comme je te dis, moi, j'avais pas trop de regard sur les finances. Parce que d'abord, qu'est-ce que je me dis, bon, moi, je peux vivre parce que bon, avant même que on soit produit, quand on habitait ensemble à Corinthien, Prophète est venu habiter chez moi. Tu vois, après, bon, ma mère, elle disait, moi, je peux pas, il n'a qu'à aller. J'ai dit, elle dit, donc, tu t'occupes de lui. Donc, je me débrouillais déjà avec le peu d'argent que tu avais pour nous trouver à manger le soir, pour faire nos déplacements, tout. Parce qu'il faut dire aussi, à l'époque, dans l'infographie, c'était pas connu. Moi, je suis parti à la base pour faire un cours Excel. Dans un truc de presse. C'est ma mère qui m'a inscrit. Donc, j'ai vite terminé le programme et j'avais la machine à ma disposition. Je partais maintenant importer les images. La société s'appelait First. Le monsieur, il avait les premiers scanners. C'était manuel, comme ça. Donc, du coup, quand j'ai su ça, j'ai commencé à faire nos propres flyers.
de Kill Point. Je faisais la maquette, on photocopie et puis on venait. Donc, c'était aussi les premiers flyers de hip-hop, de musique, tout. C'est comme ça. Alors, le monsieur, quand tu fais après, tous ceux qui organisaient les spectacles aussi venaient là-bas. Les 5 Kofi, tout ça là, tout. Ils venaient. Du coup, ça vous a permis de créer des contacts avec... Non seulement avec... même pas là-bas. Kofi, on se connaissait avant. Il était aussi de la diaspora. Mais c'est-à-dire pour comment je gagnais de l'argent. Alors, le monsieur, quand il vendait une affiche à 5 000, moi, j'avais 50 francs guinéens. Donc, pour avoir 500, il fallait 10 affiches. Mais c'est vrai que 500, tu avais ton prix de farine à checker le soir. Voilà. Donc, on a vécu comme ça longtemps, tu vois. Après, quand c'est venu, voilà, l'argent qui rentrait, c'était pour faire face aux besoins du groupe. Les tenues, les enregistrements, le loyer, l'électricité, voilà. Donc, ça nous permettait de vivre en indépendance sans se mettre à trop courir derrière un producteur, tout. Ok. Maintenant, à ce moment, vous vous tournez vers la suite. Parce que moi, je pensais au départ que vous n'aviez que 2 albums solo au départ. D'accord? C'est en discutant avec Spike. C'est là, il m'a parlé de volume 1. Oui. Et volume 2. Oui. On a sorti 2 volumes en même temps. Oui. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette partie de volume 1 après le premier album? Volume 1 vient en quelle année? Bon. Volume 2, pardon. Non. Les 2, sinon, on a sorti un double. Double cassette. On a fait double cassette. Comme un peu ça se passait en Europe, tout. Donc, Forêt Baume en 96. Et je pense après, il y a eu Compile Rap Coulé. La Compile Rap Coulé. Parce que quand on est sorti, après, il y a les jeunes qui s'intéressaient. Maintenant, comment déjà vous avez fait pour... Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à faire la Compile Rap Coulé? C'est parti d'où? Voilà. Donc, la Compile Rap Coulé, pour parler de ça, Rap Coulé est né d'où? C'est quand on était avec Bill, on a dit, bon, faut faire un mouvement rap où on peut canaliser tous les rappeurs et puis parler d'une voix. Donc, fallait trouver le nom du groupe. Là encore, c'est moi qui ai trouvé le nom. Comme j'étais à Corentine et puis j'ai demandé j'ai dit, comment on dit enclos? Ils ont dit coulet. Donc, l'enclos du rap. On n'a pas dit le poulailler ou bien la ferme. Donc, c'est ça, rap coulet. Ça veut dire l'enclos du rap. On a fondé avec Bill de Sam le rap coulait. Donc, l'objectif, c'était de faire ce mouvement-là où tous les rappeurs sont là et aussi essayer de répandre le hip-hop version guinéenne. Là, donc, du coup, on allait encadrer les jeunes qui venaient tout pour former la deuxième génération. Et je pense qu'on a réussi parce que maintenant, donc, tous les rappeurs qui étaient sur le projet Rap Coulé, la cassette qui est sortie, Chocoléka, voilà, c'est eux qui... Déjà, comment vous avez fait pour détecter les rappeurs qui allaient être sur le premier volume de Rap Coulé? Oui, bon, donc comme je te disais, on organisait des concerts nous-mêmes dans des kermesses. On organisait avec, en association avec le comité culturel des écoles des kermesses. C'est comme ça qu'on a fait notre promo parce qu'on savait que la télé s'était verrouillée. Alors en passant, il y a des rappeurs qu'on faisait monter sur scène. C'est vrai qu'à cette époque-là, donc tu vois un peu de 90, 11, 12, 13, 96, ça avait le mouvement avait grandi, quoi. Voilà, il avait grandi. Il y a d'autres qui s'intéressaient, tu vois. Par exemple, comme je dis Ras Condé, tu vois, il m'a dit il dit c'est depuis votre concert à l'Alliance, j'ai décidé de m'intéresser au rap, tout ça. Donc c'était ça. Et puisqu'on voulait les encadrer, on a dit bon, il faut essayer de produire une compilation, où on va les mettre pour au moins ça. Leur permet de réaliser aussi leurs rêves. Donc, on est parti en partenariat avec, comme on fait, on organisait, on cherchait toujours des sponsors. On a connu Monsieur Ahmed de la société Patisen au Sénégal. Et lui, il était là. Donc, déjà, lui, il connaissait le rap au Sénégal avant de venir. Il était d'origine libanaise. Et donc, quand on a envoyé le dossier, lui, il a accepté de nous sponsoriser. C'est pourquoi il y a son la condition pour apparaître sur la pochette de Rap Coulé à l'époque, c'était quoi? La société devait vous verser combien, on va dire? À vrai dire, je ne me rappelle pas. Bon, c'était pas beaucoup, hein.
tu t'imagines à l'époque, déjà, les concerts, c'était 50 000 par concert pour nous. Quand il y a un bon truc, donc, peut-être même quand les gars te payaient, ça va être 500 000. Voilà, ouais. Mais c'était déjà pas mal. Oui, mais bon, oui, c'était pas mal. Donc, je pense pas. Et puis, on n'avait pas trop de sponsors. Je pense pas si on a discuté dur avec le sponsor. Il a dit, je vais vous donner son dû, on se débrouille. Il était le seul sponsor. Mais vu l'impact que, parce que moi personnellement, tu vois, je devais avoir, parce que Rap Coulé sort en 97. 98. Moi, j'avais 5-6 ans, tu vois. Mais, je pense que c'est à travers ça, je connais, tu vois, je connais Chocoléka, quoi. Ah oui. C'est parce que ça tourne, il y a des rappeurs les cassettes tournent un peu partout, du coup, Chocoléka et partout. Et puis en plus, ça trouvait, oui, c'est vrai, ce qui a donné aussi la force, c'est que Chocoléka venait d'arriver, donc je comprends maintenant pourquoi j'ai reconnu, parce que c'était, dans les écoles, c'est les enfants qui utilisaient ça. Le goûter. On nous mettait ça dans le pain, comme ça, dans les écoles, on venait acheter ça. Même le son, tu vois, on essaie de mettre un peu la voix d'enfant. Voilà. Ok, c'était calculé. Oui. Okay. Voilà, donc c'était ça. Donc, Chocoléka, après, on a financé ça. Et les jeunes, donc, du coup, ils ont eu un premier tremplin et puis ils sont partis évoluer. Du coup, c'est même à travers ça, il y a eu, comment il s'appelle? Eli Kamano était là, avec PNN. Voilà, c'était PNN. Oui, il y avait beaucoup. Et après même les trucs comme donc c'est parti comme ça. Alors nous on disait aux rappeurs bon on va essayer d'homologuer les prix. Ne jouez pas pour moins de 50 000. Bon ils voulaient pas comprendre. Il y a d'autres entre eux, certains qui partaient dire ils disent ça parce qu'ils sont bien à l'aise, ils gagnent leur pain. Nous on gagne pas de concert. C'était un peu difficile. Il y a des rappeurs tu leur disais bon arrêtez de vous produire gratuitement ou bien aller vers les DJ, laisser-les venir vers vous. On voulait essayer d'encadrer. Donc, du coup, ils étaient sceptiques, ils voulaient pas. Donc, c'est ce qui a fait que moi, c'est dès là, après, quand ils ont parlé entre eux, et puis le mouvement, le rap coulait, n'existait plus. J'ai dit, bon, moi, je ne vois plus maintenant ce que je peux faire pour toi. Donc, mais après, c'est pourquoi je reconnais tout ça en prophète. Lui, il a continué quand même à accueillir les enfants. Ça dit, les gars, ils venaient à la maison. Après, moi, j'ai dit, ils vont jamais être reconnaissants. J'ai dit, ça va être une perte de temps. Moi, je préfère me concentrer sur mon groupe, sur ce que je fais, et puis tout. Donc, c'est comme ça. Donc, ça fait que beaucoup, ils l'ont connu. Bon, voilà, quand ils venaient, ils étaient plus avec lui. Moi, j'étais toujours retiré dans mon coin. Voilà, j'observais à distance, quoi. Voilà, observateur. Donc, c'est comme ça, le rap coulait. Après, sur ça, il y avait le groupe qui est sorti, le groupe féminin, Négro Spirituel. Mais je vais dire que c'était pas le premier groupe. Avant ces filles-là, il y avait d'autres groupes que nous on avait essayé de prendre sous notre chose, comme on appelle bannière. Voilà. Donc il y avait les First que moi j'encadrais, c'était que Raga Dancehall. Voilà, on écrivait pour elles, j'étais aussi à Sainte-Marie, à la Sainte-Marie. Moi j'étais beaucoup avec les élèves de la Sainte-Marie, quoi. Beaucoup d'autres même pensaient que j'étais élève de là-bas. Donc, c'est des filles qui étaient au collège, elles devaient passer à une kermesse, sont venues me voir. Donc, on a formé, après, on a dit, mais c'est bien, il faut continuer. Je pense qu'on a fait 1, 2, 3 morceaux avec elles. Et Prophète dit aussi, il encadrait le groupe aussi de rap qui était là-bas à Sainte-Marie féminin, qui était les Teens. Je profite de les mentionner, quoi, parce que quand tu parles des les teens comme jeunes, quoi. Ouais, teens, oui. Voilà, elles étaient 4, les First aussi, voilà. Bon, après, c'était des étudiantes, elles ont continué les études. Puis, ça n'a pas duré. Même Négro Spirituel aussi, c'était toujours des filles à Sainte-Marie. Il y a la petite sœur de Ras Condel dedans. Il y avait la petite sœur de choses Socra qui était à chose au bloc à la cité ministérielle. Moi, j'étais au bloc, donc je les connaissais. Avec mon ami Angelo, c'est lui maintenant qui les manageait aussi, Négro Spirituel. Attends, quel Angelo? Bouba Angelo? Non, lui, il n'est pas connu. Lui, c'est l'un des premiers gars aussi. J'ai connu lui aussi, il était à Abidjan. Mais lui, on peut dire, lui, c'est le père de la danse hip-hop.
Ça dit tout ce que les autres font aujourd'hui parce que c'est après lui maintenant, c'est lui qui a inspiré un peu les Black Killers. Il dansait. Il y a son ami Junior Silla qui venait de Bruxelles chaque vacances, qui dansait, voilà, il faisait des shows aussi. Donc, le côté danse, c'est lui qui a un peu instauré ça, quoi. Voilà, c'est lui qui a instauré. D'accord. Mais vite, il est parti aux États-Unis. Il est là-bas maintenant. On l'appelle Big Jel Solo. Rap Coolé. Vous avez fait Saga Hip Hop? Non, Saga Hip Hop, ça, c'est d'autres. Après, Rap Coolé, maintenant, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on pouvait pas mettre tous les artistes sur la cassette, tous ceux qui rappaient à l'époque. Et bon, on connaissait pas aussi trop. Et c'est vrai aussi que tu ne pouvais pas... Ça dit quand ça naissait, tu sais, quand il y a un mouvement qui essaie de naître comme ça, il y a toujours des protagonistes, tu vois, d'autres qui vont dire, bon, et là, c'est comme ça, nous, c'est autre chose et tout. Donc, je pense que c'est comme ça, il a eu Saga Hip Hop. Mais après, c'était des jeunes frères qu'on connaissait, voilà. Mais il n'y avait pas d'animosité entre nous, quoi. Après, c'est eux, ils ont sorti Saga Hip Hop. Qui a fait Tribunal Hip Hop? Tribunal Hip Hop, ça, c'est voilà. Tribunal Hip Hop est sorti après. Ça, c'est après. Donc, quand il y a eu Rap Coolé, il y a eu le double album. On a sorti le double volume. Il prend les pochettes, il y avait une rouge et puis il y avait une jaune. Volume 1, volume 2. C'est sorti à la même époque, le même jour. Voilà, c'est pas... Genre, je pensais que c'était sorti un peu plus tard. Non, c'était un double album. C'est un double album qu'on avait sorti. Après ça, il y a eu Tribunal Hip Hop. Voilà, Tribunal Hip Hop. Tribunal Hip Hop, pourquoi? Voilà. Bon, parce que on se disait c'est le hip hop, bon voilà, il faut juger l'administration, il faut juger la politique, les autorités, parce que nous on était revendicatifs. Voilà, c'est comme si on les convoquait, c'était un tribunal et puis chacun venait dire son truc là-bas. Qu'est-ce que tu vois de la société? C'est là-bas, c'est parti. Donc là-bas, nous on a fait le son, place aux jeunes, tout, tu vois. Et ouais, je pense que c'était place aux jeunes. Mais à un moment, vous vous êtes pas dit, on est boycotté, on est blacklisté, on est combattu à travers le rap engagé qu'on fait. Ça vous est pas passé à l'esprit? On savait, mais après, c'est ce que je dis. Est-ce que ça, on n'a pas vu le succès de Amit Chanana, vu le succès de Bill de Sam, etc., ça vous a pas traversé l'esprit d'essayer d'adoucir votre discours? Non. Pour continuer à exister, avoir les faveurs du pouvoir en place de l'époque? Non, mais on voulait pas, en fait, ça ne nous disait, nous on disait, bon écoute, là, nous on est sur un combat où on veut que les gens nous écoutent pour que les mentalités changent et ils veulent venir dire non, tout va bien. Donc ils étaient dans leur truc. Bon, après, comme on se connaissait, bon, il n'y avait pas de rivalité ou bien, comme je disais, ou bien de haine comme ça. Non, on disait c'est leur choix. Mais nous, on va rester sur ce que nous c'est ce qu'on connaît. Non, mais après ça vous fatiguait quand même d'exister financièrement en continuant dans... Oui, mais on avait notre autonomie parce qu'il y a d'autres qui aimaient écouter ça. Tu vois, à l'époque, voilà. Donc, du coup, on s'est passé de la promo de la télé. On n'avait plus besoin. Comme on sait qu'ils peuvent pas nous passer, nous, on faisait de notre publicité, elle était underground. On partait dans les écoles. On passe dans les classes. Pour dire, bon, voilà, on a un concert tel jour. Même dans la classe, tu fais un capella, tout et tout. Voilà, après, c'est comme ça. Et puis, j'ai appris aussi que c'est vous qui aviez commencé ce système de promo, là, passer dans les écoles, mettre des baffles dans les voitures, tourner un peu, Parce qu'on était obligé de le faire. On n'avait pas de sponsor, rien. On n'était pas financé. Donc, alors, quand tu vas mettre de l'argent, il faut vraiment faire le maximum pour que beaucoup de personnes, pour la vente des tickets. Oui. Et puis, on savait que les jeunes, ils aimaient ça. Bon, voilà, il y avait il y avait Mousby, tous les élèves, tous les enfants l'aimaient, tous les plus jeunes. Tu vois? Je dis ça parce qu'on va pour un concert à Mamou. Le gars qui sort, comme tu dis, ici, les camions ambulants, c'est une parenthèse, quoi. Il dit, bon, et ben, Rafa, et toi, quel fait Foteta? Et il dit, Mousby Nabe, Guinée, de quoi, Dime Boré. Il dit, prophète dit, quoi, Amé Boré, elle connaît, Guinée mort et Boré. Toi, t'es oublié de dire, donc, bref, tu vois, chacun avait son public, ceux qui aimaient tout et tout. Bon, voilà. Donc, quand on faisait la preuve, on distribuait en même temps les flyers. Donc, les flyers, moi, déjà, comme j'étais infographe, je faisais la conception. Les imprimeries, je travaillais, on imprimait là-bas. Donc, après, on pouvait venir payer. Donc, du coup, on avait cette logistique-là, les flyers, on distribue. Et puis, on va en personne devant
comme on appelle le public. On dit, voilà, on va venir jouer tel jour. Ça nous a beaucoup aidé aussi. Énorme, ça. Donc, voilà, ça nous permet, c'est ça qui a fait qu'on a financé des trucs, même après des voyages et puis les autres albums. Parce qu'après, Forêt Boma, c'est nous qui avons produit tout le reste. Ok. J'ai dit, chacun a sa mission sur Terre. J'ai dit, peut-être moi, ma mission, mon rôle, c'est de passer des messages. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis mieux que les autres. La paranoïa, tu te dis, personne ne m'aime. Non. Moi, j'ai dit, bon, écoute, non seulement le public, tout, j'ai dit, moi, il n'y a que moi, quoi. Et quand le reste, c'est pas mon affaire, je m'occupe pas. Donc, quand j'étais à Dakar, comme je te dis, ça dit, je suis arrivé, je paye pas de mes puis je suis vraiment bien payé. Puis je suis dans un pays étranger, je bouge pas trop. Mais tant mort, je partais en studio. Comme je connaissais déjà le Daradji, les artistes là-bas, à Wadi, je les côtoyais. Donc, après un jour comme ça, j'ai dit, je suis parti dans le studio, le Daradji, ils avaient un studio bois sacré, j'ai produit l'ingénieur, je suis allé là-bas, j'ai dit, bon, je vais faire un album.